Maurice Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands patrons français. Vous avez fait de l'agence de pub Publicis le 3e groupe de communication au monde. Et on va voir avec vous comment votre parcours s'est construit pour faire de cette entreprise un géant. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde ensemble cette image. I would let you in on a little secret. What really makes me feel beautiful is my hair. That's why I use shampoo. Intense and nourishing. I agree that it's very important to have beautiful hair. But what's even more important is to realize that it always takes some time to lay a rock-solid basis for building our future. Because you are worth it. Qu'est-ce qui vous a pris? C'est les vœux depuis un certain nombre d'années. Les vœux de la nouvelle année, donc. De la nouvelle année, je faisais une petite vidéo plutôt drôle, enfin essayer d'être drôle, et je n'hésitais pas à jouer de la dérision et à me mettre en scène en mutilant mon image. L'idée, c'est quoi? C'est d'être un patron un peu rock, comme on dit? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le point de départ, c'était une cérémonie de vœux classique, un message de vœux adressé à tout le monde. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, ça a été de dire, bon, tout ça est ennuyeux, essayons de le rendre un peu plus amusant. Donc de ne jamais se prendre au sérieux, en fait. Ça a été les vœux en chinois. Ah ouais? Eh oui, en chinois. Et puis après, ne jamais se prendre trop au sérieux. Se prendre au sérieux un peu, mais pas trop. D'accord. Alors, votre destin est lié évidemment à Publicis, puisque vous êtes rentré dans l'entreprise à 29 ans, en 1971, et à l'époque, vous y rentrez comme responsable de l'informatique. Donc, on est loin de la pub. Qu'est-ce que représentait Publicis pour vous à l'époque où vous avez intégré l'entreprise? C'était magique. C'était la plus belle agence, c'était aussi les drugstores, c'était la modernité, l'innovation, et avec un personnage qui était absolument intouchable, qui était tout là-haut, qui était le fondateur de Publicis. Marcel Blostine-Blanchet, qu'on voit là à l'image, qui est en gros celui qui a inventé la pub d'une certaine façon en France. Absolument. Toute la pub moderne, c'est Marcel. C'est lui qui a rompu avec la réclame et c'est lui qui a donné à la publicité ses lettres de noblesse, qui a dit il faut respecter le consommateur, il faut respecter la marque, il faut traiter les gens avec intelligence, il faut cesser de les prendre pour des imbéciles. Donc il a fait un travail considérable sur le plan de l'éthique et de la déontologie. Un travail qui d'ailleurs est resté collé à notre peau, où toutes les valeurs de Publicis viennent depuis l'origine de ce que Marcel Blostine-Blanchet a créé. Donc cette entreprise qu'il a créée, Publicis, elle vous faisait rêver étant jeune? Elle faisait rêver tout le monde à Paris, il ne faut pas se tromper. À l'époque, il n'y avait qu'une agence où il fallait passer, c'était Publicis. En plus, c'était brillant. La créativité de Publicis était à nul autre pareil. Dans les concours internationaux, Publicis raflait la majorité des prix qui étaient dévolus à la France. C'était the place to be, l'endroit où il fallait être. Mais pas seulement... Même pour un informaticien comme vous? Je faisais un peu plus que de l'informatique déjà dans la boîte où j'étais au préalable, mais même pour un informaticien comme moi. D'accord, c'était l'incarnation de la modernité. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Marcel Blostine-Blanchet? Ah oui, comme si c'était hier, et d'ailleurs c'était très amusant. Je me demande si vous ne l'avez pas fait exprès. C'était dans l'immeuble Publicis, l'ancien, avant qu'il brûle, et il m'a reçu à une petite table de bridge. Comme celle-ci? Comme celle-ci. Elle était toute beige, et il était calé dans un fauteuil Louis XV, et j'avais un autre fauteuil Louis XV. C'était, j'ai compris par la suite, des meubles d'époque, et avec beaucoup de bienveillance, il m'avait accueilli. Et j'étais très intimidé, incapable de me présenter. J'arrivais pas.
Comme un petit garçon, un peu. Exactement, j'étais comme un petit garçon, je n'arrivais pas. Et à ce moment-là, il a commencé à parler, à se raconter, et au lieu de me poser des questions sur moi, il me posait des questions sur l'informatique. Et là, nous avons eu une conversation qui a été extrêmement riche, passionnante. Qu'est-ce qu'il vous a posé comme question? Il m'a d'abord demandé comment ça marchait, alors j'ai essayé de lui expliquer, mais il m'a demandé, ça va, si je mets quelque chose ici, ça sort là, je dis oui, absolument. Ce qui est d'ailleurs la vérité en informatique. Hein. Ensuite, on a commencé à gamberger un petit peu et échanger sur ce que ça pouvait être dans l'avenir. Donc on est en 71 là, et vous dites quoi? On est en 71, et à ce moment-là, on discute ensemble et on arrive, je lui dis, vous savez, à un moment donné, tous ces gros ordinateurs, c'était des salles immenses, un beau jour, on les vendra dans les supermarchés. Et alors là, c'est lui qui enchaîne, il dit, mais alors, ça veut dire que chacun en aura un? Je dis oui, absolument. Et on pourra commander à partir de là. Je dis oui, on pourra même commander sa pizza ou... C'est-à-dire qu'avec Marcel Bossen-Blanchet, en 71, lors de votre première rencontre, vous délirez sur ce que peut être le monde de demain. Absolument, authentique. Alors, quand vous rentrez donc chez Publicis, vous êtes chargé de mettre l'ensemble des données de l'entreprise, notamment sur bande informatique, et ça va s'avérer déterminant lors d'un événement qui va intervenir quelques mois plus tard et qui va avoir un impact extraordinaire sur l'entreprise, mais aussi sur votre parcours. Cet événement, c'est celui-ci. Un mort, 10 milliards d'anciens francs de dégâts. C'est à 22h56 hier au soir que l'ancien hôtel Astoria, qui abrita le PC d'Eisenhower pendant la guerre, fut la proie des flammes. Retransformé en agence de publicité, ce bel immeuble situé à 2 pas de l'Étoile abrite quotidiennement 1500 employés. Le feu a pris dans une poubelle, pense-t-on, placée rue Vernet, à proximité de la porte des livraisons du drugstore des Champs-Élysées. Ce drugstore, créé il y a 13 ans, était l'un des lieux les plus fréquentés de Paris. Sous ce drugstore, un cinéma. En un mot, plus de 1000 personnes. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images quasiment 40 ans après? D'abord, beaucoup d'émotions. À ce moment-là, quand il y a l'incendie, je me trouve par hasard sur les Champs-Élysées. Et je suis obsédé par le fait qu'il y a des équipes de Publicis qui travaillent à l'informatique. Qui sont à l'intérieur. Qui sont à l'intérieur. Et donc je pensais qu'on allait me laisser entrer pour que je leur dise, les gars, il faut sortir. Ils n'ont rien voulu savoir. Et on s'est même battu physiquement. Ils m'ont mis à terre. Vous et un pompier? Oui. Je peux même vous dire le nom du pompier, c'était le général Perdu. D'accord. C'était comme ça. Et alors vous faites quoi à ce moment-là? Donc là, au début, je tourne en rond autour. Je vois Marcel Bossen-Blanchet qui regarde l'immeuble brûlé. Il est comment? Il est saisi? Il est stoïque. Il est rejoint par Robert Badinter et Elisabeth Badinter. Il est rejoint aussi par des journalistes, un certain nombre de gens de la maison, y compris à l'époque Daniel Toscan-Duplantier. Et là, on imagine quoi? Que l'entreprise est fichue? Elle est fichue, dans l'esprit des gens. Et puis, Marcel dit, écoute, c'est que l'immeuble, ce n'est que l'immeuble. Et puis... Je rentre chez moi, je suis interrompu dans la nuit par un coup de fil. Donc vous rentrez chez vous et vous vous dites c'est mort en fait. C'est mort, et puis le téléphone sonne parce qu'il y avait d'autres drugstores, on nous disait qu'il y avait des menaces, et puis finalement je me rhabille et je retourne à Publicis. Qui continue donc d'être en feu. Qui continue de brûler. J'essaye de rentrer de l'autre côté. Et puis, je vois, il devait être 4h30, 5h du matin, ou 4h du matin, je ne sais pas trop. Il y a une espèce de jeep ou de commande-car. Il y a une veste en cuir, un casque, je mets tout ça, mets le casque. Je rentre et je rentre dans l'immeuble. Dans l'espoir, là encore, de quoi? Là, je voulais voir ce qui se passait et essayer de comprendre. Et puis là, j'avais repris mes esprits. Je me suis dit que les gens étaient déjà partis et que peut-être il y avait des choses à sauver pour que nous puissions redémarrer le lendemain. Et vous allez récupérer donc les fichiers. Je vais à mon bureau, je découvre un peu ce qui se passe. Je tombe d'ailleurs sur la personne qui était décédée, sur son cadavre. Et à ce moment-là,
je vois l'ampleur des dégâts et je me dis il faut absolument que je sorte les fichiers avant que l'immeuble soit condamné. Et je sors les fichiers par la fenêtre. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui était arrivé et qui commence à les récupérer sur le trottoir. Il y a un autre qui me rejoint. Les pompiers sont débordés et on sort tout ce que l'on peut sortir de l'immeuble. Et je retrouve quelques heures plus tard, vers 9h ou 10h du matin, Marcel Bleustein-Blanchet. Il faisait une petite réunion avenue Marceau où nous avions des bureaux. Et il dit, bon, est-ce qu'on va pouvoir payer les gens? Est-ce qu'on va pouvoir... Il dit, je ne sais pas, je pense que oui, on va essayer en tout cas, soyez assurés, on va partir de suite, s'en occuper. Et il fait sa déclaration, rentrez chez vous, ne vous inquiétez pas, Publicis continue, vous serez payé à la fin du mois. Parce que vous êtes rentré pendant l'incendie pour récupérer les fichiers informatiques. Oui. Comment est-ce qu'on est prêt à risquer sa vie pour une entreprise quand c'est pas la vôtre? L'inconscience, la passion, l'amour pour cette maison à laquelle je m'étais profondément attaché. En si peu de temps? J'avais l'impression que c'était ma maison. J'ai eu ce sentiment très vite. Et heureusement que Claude Legevender, qui était l'homme qui m'avait recruté avant Marcel Bleustein-Blanchet, a eu cette intuition qu'il fallait absolument transformer l'informatique de Publicis, autrement Publicis n'aurait jamais redémarré. Donc en gros, vous sauvez la boîte? N'exagérons rien, mais en tous les cas, je donne à toutes les équipes, dès quelques jours après, les moyens de travailler. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre parcours, cet événement-là? Objectivement, quand je le fais, et dans les jours qui ont suivi, je ne pense, mais très honnêtement, absolument pas à moi, non, ni à mon parcours. Mais c'est vrai que pour Marcel Bleustein-Blanchet, c'était étonnant de voir que j'avais pris ces risques. Et ce qui était encore plus étonnant, ce n'est pas que j'ai pris des risques, c'est que finalement, tout ce que j'ai fait ait apporté des résultats. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un lien de confiance à peu près irréversible entre vous et lui? Il y a quelque chose qui s'était déjà noué le premier jour, puisqu'il avait conclu l'entretien le premier jour, en disant « Jeune homme, un jour vous dirigerez cette maison ». Et il va tenir promesse. Je ne sais pas si c'était une promesse, mais en tous les cas, oui, il va tenir cette promesse, mais ce n'était pas une promesse. Moi, j'y ai cru. Ma femme m'a demandé de redescendre un petit peu de pour éviter nuage, de prendre la grosse tête. Non seulement ça, en me disant, tout simplement, il doit dire ça à tous les nouveaux. D'accord. C'était une façon de vous motiver. C'est comme ça qu'elle l'avait interprété. Alors, à partir de là, effectivement, vous allez gravir tous les échelons de l'entreprise, de patron de l'informatique, vous devenez secrétaire général, puis directeur général adjoint, puis directeur général. Et en 1988, Marcel Bleustein-Blanchet vous nomme président du directoire de Publicis, et lui devient président donc du conseil de surveillance. Oui, le rôle que j'ai actuellement. Et le rôle que vous avez actuellement. Et là... vous donc définissez une stratégie, vous allez le voir en lui disant je veux faire de Publicis un géant mondial. Je ne dis pas un géant mondial. Une entreprise mondiale. Oui, je dis plus simplement, je pense que si nous voulons exister dans l'avenir, il va falloir que nous soyons mondiaux. Nos clients ont des marchés partout, ils vont être progressivement amenés à avoir une stratégie de communication à l'échelle mondiale. Il faut donc que nous soyons nous-mêmes mondiaux, autrement nous allons perdre nos clients. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il m'écoute et il me dit « Et où ?» Je dis « les États-Unis. » Il dit « Mais Maurice, les États-Unis, vous plaisantez. Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Ils sont beaucoup plus forts que nous. C'est eux qui ont inventé le marketing, c'est eux qui ont inventé la publicité. » Mais il n'a pas totalement tort. Enfin, à l'écouter en même temps, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'un petit Gaulois comme Publicis va aller faire, en fait, comme publicité mondiale, alors que vous avez les Américains qui dominent le marché? Oui, c'est vrai. Et tout ça était juste et c'était parfaitement raisonné. Mais en même temps, je lui disais, mais écoutez, dans ce cas, ils vont nous piquer tous les budgets. Parce Pourquoi?
tous nos clients qui sont un peu internationaux, à un moment donné, auront besoin d'agences internationales. Si nous ne sommes pas capables de les servir au Brésil, au Mexique, au Kazakhstan, en Inde, en Chine, qui s'ouvraient à peine à ce moment-là. La Chine n'était pas encore ouverte. Et donc vous avez l'intuition qu'il faut aller là-dedans. Il faut que nous soyons. Et il me dit, mais comment est-ce qu'on va se positionner? C'est là où nous sommes, et lui, et moi, mais surtout lui, et moi comme lui, hein, donc je ne me place pas à son niveau, extrêmement attaché à notre francité. Alors donc Publicis est une entreprise française. Donc ça veut dire... donc il faut trouver à s'imposer à l'échelle mondiale sans renier notre origine. Est-ce que ça veut dire que votre devise va ressembler un peu à ça? Think global, act local. D'une certaine façon, mais moi, la devise, je ne l'avais pas pensée comme ça. Hein. C'est-à-dire penser global, oui, agir local. Absolument, hein. Mais moi, j'avais pensé un peu autrement. Ça, c'est déjà trop intelligent pour moi. Moi, j'avais pensé d'une manière très simple. La publicité, c'est quoi? La publicité, ce sont des messages qui doivent résonner dans la tête et dans le cœur des gens. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est être proche des gens et être proche de leur culture et essayer de parler dans leur culture. Je vais prendre un exemple idiot, mais si on utilise une comptine française pour parler aux Philippins, il y a peu de chances qu'ils réagissent avec les mêmes vibrations que des Français qui ont été élevés au biberon de cette comptine. Et donc, je dis, il faut utiliser le langage, les cultures, les codes de chacun de ces pays. Et c'est pour ça que j'étais parti sur l'idée de la différence. Quand vous avez cette vision-là, à la fin des années 80, le marché, comment on vous perçoit? Comme quelqu'un qui est visionnaire et qui a raison, ou comme quelqu'un qui est inconscient? D'abord, j'étais très prudent. Donc je ne me promenais pas partout en disant on va devenir, écoutez, regardez-nous, hein, on va devenir un géant mondial. On va essayer de gérer des budgets dans un certain nombre de pays. Et on est passé par un premier accord qui a été une expérience extrêmement riche et intéressante et douloureuse en même temps, qui est un accord avec des Américains. Et c'est mon premier échec d'une certaine façon. C'était quoi? Avec les Américains, c'est une alliance, un peu comme Renault-Nissan. Et j'ai découvert que les alliances, ça ne marchait pas. Vous voulez vous allier avec une agence américaine, ouais. Et ça s'est très mal terminé, puisque... alors là, c'est les plus mauvais films de série B, des détectives privés me suivant, mes communications téléphoniques étant enregistrées, mes affaires dans ma chambre d'hôtel visitées, photographiées. Et vous savez pourquoi? Les papiers dans la poubelle récupérés. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ils voulaient me déstabiliser, et parce que s'ils pouvaient me déstabiliser, dans ce cas, ils avaient l'espérance de pouvoir prendre le contrôle de Publicis. Donc ça veut dire que votre intuition de départ, en gros, échoue dès votre première tentative de devenir mondial? Elle n'échoue pas. Ce qui échoue, c'est l'alliance, mais ce qui n'échoue pas du tout, c'est le concept. Et c'est là où je découvre que toutes les intuitions que j'avais sur la dimension globale, tout ce que j'imaginais sur la pénétration des marchés, en étant en profondeur dans les marchés, en harmonie avec les cultures, tout ceci marchait. Si vous n'allez pas donc vers le marché mondial, vous pensez que Publicis aurait pu disparaître? Je pensais qu'à un moment donné, on se serait rabougri, on aurait été une formidable agence européenne, peut-être d'ailleurs très largement française et que française, et que notre destin aurait pu être d'être un jour avalé par un groupe américain. Et de cela, on ne voulait pas. D'où la nécessité d'aller sur le marché mondial. Et d'où la nécessité d'aller sur le marché mondial, de se développer. Et nous avons fait un certain nombre d'acquisitions
avec des marques extrêmement prestigieuses, que ce soit Saatchi et Saatchi, que ce soit Leo Burnett, et avec des positions qui font de nous un groupe d'une très grande puissance à l'échelle mondiale. Alors effectivement, vous venez de le dire, vous allez faire l'acquisition pendant 20 ans de dizaines d'agences dans le monde entier pour être présent sur les 4 continents du globe. Sans augmentation de capital. Sans augmentation de capital. On n'a pris de l'argent à personne. Et vous allez devenir numéro 3 mondial. Et puis, arrive un mur, en 2014, lorsque vous êtes sur le point de devenir numéro 1 mondial. D'accord ? En faisant un mariage avec le numéro 1 donc, de la pub et de la communication qui s'appelle Omnicom. Publicis Omnicom. Ils étaient numéro 2. Voilà. Nous étions numéro 3. Et vous deviez devenir numéro 1. On a souhaité faire ce qu'on appelle une fusion entre égaux. Et patatrac. Et ça n'a pas marché. C'est votre rêve qui s'envole. C'est plus qu'un rêve, c'est d'abord une réflexion profonde. Pourquoi faire une telle fusion? C'est parce que nous étions en train de voir, on avait la même analyse, mais les plateformes prennent de plus en plus de puissance. Les plateformes étant Google, Facebook, etc. Là où en fait les investissements publicitaires deviennent le plus importants. Exactement. Et donc, on essaye de faire cette fusion 50-50, on y réussit pas mal, on prévoit un certain nombre de clauses qui garantissent que les volontés que nous avons d'être à égalité seront respectées, et que ces clauses doivent être mises en œuvre avant la fusion, de manière à ce que ce soit quelque chose de mis en place de manière indiscutable. Un élément qui explique l'échec. Un élément. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, Publicis a très envie de la fusion, on va essayer de leur forcer la main et de prendre le contrôle. Je pense que ça a été le schéma qu'ils ont eu. D'avoir le pouvoir sur la boîte. D'avoir le pouvoir sur la boîte fusionnée. Et de cela, ni Elisabeth Badinter, donc la fille de Marcel Blostin-Blanchet, et qui est la gardienne des intérêts des actionnaires, ni moi, qui était le gestionnaire à l'époque, le dirigeant de l'affaire, n'en avons voulu. On a dit, on n'a pas fait tout ça, on n'a pas fait tout ce parcours pour qu'à la fin, l'entreprise soit contrôlée, que ce fleuron de l'économie française tombe entre les mains d'Américains. Et donc, on a dit non. Comment vous vivez cet échec quand même personnellement? Comment vous le vivez? Bon, j'ai appris à connaître quelques échecs, j'en ai connu quelques-uns dans ma vie. Et comme mais celui de ne pas pouvoir devenir numéro 1. Ouais. C'était pas de ne pas pouvoir. Franchement, le numéro 1, c'était bien. Et c'était sympathique d'avoir un badge. C'est un badge numéro 1, ouais. C'est bien. C'est mieux d'être numéro 1 que numéro 2. On m'a expliqué ça dès que j'avais l'âge de 6 ans. Et comment donc vous vivez cet échec? Ben mal, évidemment. Je ne peux pas dire que ça a été assez douloureux. Ça a été une grande réflexion avec Elisabeth Badinter d'abord, avec le Conseil ensuite, et le Conseil unanime a dit non, on n'est pas là pour vendre Publicis, on est là pour défendre son avenir. Et d'ailleurs, on avait beaucoup insisté pour que ce soit Publicis Omnicom et non pas l'inverse. Et donc je le vis mal, et de manière un peu amusante, les médias américains ont été plus gentils que les médias français pour nous. Et les patrons américains que j'informais de la décision m'ont dit plus d'un que j'aurais aimé renoncer à certaines fusions qui ont été des échecs. Donc, sagesse. Vous avez raison, si ça ne correspond plus à la réalité, vous avez raison. Et cela dit, je suis resté... parce qu'il n'y a pas eu de problème personnel, je suis resté assez ami avec le patron de la boîte, et on se voit régulièrement et tout se passe bien. Et c'est une boîte respectable, donc il y a eu juste une tentative. On comprend d'ailleurs, dans le jeu des affaires, il y en a un qui veut imposer son point de vue à l'autre, et là on a dit non. Alors vous êtes un patron singulier parce que vous êtes un des rares à avoir nommé votre successeur, Arthur Sadoun. Aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes devenu patron du conseil de surveillance et Arthur Sadoun est le patron du directoire, le président du directoire. Pourquoi est-ce que vous continuez? Vous n'en avez pas marre? Je voulais
partir après la nomination d'Arthur. Je considérais que c'était mieux, y compris pour lui, et je pensais qu'il fallait que je laisse la place. Il se trouve que le conseil de surveillance et Arthur lui-même ne l'entendaient pas de cette oreille. Mais j'avais d'autres projets, y compris avec mes enfants. Il se trouve que... Vous aimez ça? J'aime ça. Et puis j'ai un devoir. Il faut que j'emmène le bateau à bon port. Arthur fait un boulot formidable. Et je suis extrêmement fier d'avoir participé à son choix. Alors j'ai projet de l'accompagner un certain temps, pas très longtemps. Jusqu'à quand? Mon mandat s'arrête en 2021 et donc en principe, sauf si vous continuez en fait. Non. non. Sauf événement déjà un peu exceptionnel. Mais normalement, non. Et justement, demain, votre avenir, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez grand? Alors, à mon âge, mon avenir est assez compté. Hein. Je veux dire, il est plutôt derrière moi, comme disait Pierre Dac. Devant moi, il n'y a pas grand-chose. Mais ce que j'espère faire, c'est d'abord bien accompagner Arthur dans sa mission, c'est d'essayer de fabriquer quelque chose d'intéressant. Et pour ça, j'ai créé une affaire familiale avec mes enfants qui s'appelle ICOR. Et j'espère bien apporter une solution aux petites entreprises. C'est-à-dire ? Donc j'y travaille. C'est un outil qui va leur permettre de communiquer, de gérer un certain nombre d'éléments. En tout cas, pas vous arrêter, pas prendre votre retraite. Et puis, si vous voulez, je peux vous donner un scoop. Je vais lancer dans pas longtemps un incubateur qui s'adresse aux gens qui n'ont pas eu la chance d'être accompagnés, qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas de relation. Donc en un mot, des entrepreneurs des jeunes qui ont des idées et qui n'ont pas de moyens ni de relations. En un mot, si on veut résumer ce que je fais, c'est si l'ascenseur social est en panne, prenez donc l'escalator. Merci infiniment en tout cas. Merci à vous.